Меня зовут Ален Сакуто. Я хотел рассказать вам о сверхпроводимости и показать, как сверхпроводимость обеспечивает левитацию не только предметов, но и людей. Такой у нас есть скейтборд, сделанный в нашей лаборатории. Вы видите на фотографии Эйфелеву башню, и впереди вы видите прототип, воспроизведение, такое, копия Эйфелевой башни. И эта башня, она левитирует, потому что каждый элемент состоит из сверхпроводников, и они левитируют. Во-первых, что такое сверхпроводимость? Три момента очень важны с точки зрения... Во-первых, что такое проводимость? Электропроводимость — это способность материала проводить электрический ток. Есть такие объекты, которые проводят электрический ток. Одни лучше, другие хуже. Прежде всего, это металлы. Что такое металлы? Это его потрешь, начинает блестеть, и через него не проходит свет. Вот здесь кубок, который выиграла Мария Шарапова. Это металл, он блестит. Далее металлическая проволока, медная в частности, которые работают как электрические провода в ваших домах. Это блестит и проводит электричество. Обратный процесс — это сопротивление электрическое. Если вы хотите иметь хорошую проводимость, вам необходимо обеспечить низкое сопротивление. Что переносит электрический ток? Alors les électrons, ça vient de électrode en grec, et ça a été découvert en 1897 par un physicien anglais, Sir Johnson Thomson. Donc ce sont des petites particules chargées de très petite masse. Par exemple, dans un film allemand d'Union, il y a 10 milliards de milliards d'électrons qui passent par seconde. Donc, maintenant, je vous ai parlé de conductivité, je vais vous parler de supraconductivité. Comme son nom l'indique, c'est un matériau qui va avoir une conductivité extrêmement grande. En fait, il va avoir une conductivité infinie. Ça veut dire une résistivité qui va devenir nulle. Pour découvrir en fait les supraconducteurs, il a fallu dans un premier temps être capable de refroidir des matériaux à très très basse température. Et un moyen de refroidir des matériaux, c'est de compresser un gaz. C'est-à-dire pour obtenir du froid, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme si vous avez une pompe à vélo. Quand vous compressez le gaz de l'air qui est à l'intérieur d'une pompe à vélo, ça chauffe. Et donc le gaz à l'intérieur, lui, perd de la chaleur et commence à se refroidir. Donc à force de compresser, vous allez liquéfier du gaz, et en se liquéfiant, le gaz devient très froid. Alors un exemple de gaz très froid, c'est ici de l'azote liquide. Alors l'azote, en fait, c'est de l'air. Vous savez que l'air est composé à 80% d'azote, puis 15% d'oxygène. Donc ici, vous avez de l'air comprimé, et de l'air comprimé, c'est tout simplement de l'azote liquide. Donc c'est très froid, c'est à moins 200 degrés. Si je laisse la main 30 secondes à l'intérieur de ce gaz, mais à l'intérieur de ce liquide, mes doigts vont tomber, je ne vais même pas m'en rendre compte. Ils vont devenir, ils vont geler et ils vont tomber. Je donne un exemple, je prends cette plante que j'ai trouvée dans le jardin, je la plonge dans l'azote liquide, donc ici je la refroidis, et elle va tout de suite se durcir. Vous voyez, elle va devenir toute froide, et si je la lâche par terre, elle va se casser en 1000 morceaux. C'est la même chose pour ma main. Si je mets ma main et que je tape, tous mes doigts vont tomber par terre. Donc il faut faire quand même attention. Mais si je mets la main dans l'azote suffisamment rapidement, j'ai une pellicule d'air qui va me protéger. Donc je peux comme ça prendre l'azote avec la main. Mais il ne faut pas que je laisse la main très longtemps à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est avec ce genre de liquide
qu'on peut descendre à très basse température. Et le premier à être capable d'être descendu à très basse température, c'est-à-dire à moins 270 degrés Celsius, c'est un physicien hollandais qui s'appelle Kamerlingh Onnes. Donc vous voyez, il y a toute une usine ici pour comprimer le gaz afin de refroidir et de récupérer du gaz liquide ici, et c'est de l'hélium. Le gaz qui est compressé atteint la plus basse température, c'est ce qu'on appelle de l'hélium liquide. Et une fois qu'il a découvert ce gaz, donc, en 1908, la première chose qu'il a faite, c'est tester les métaux pour voir si les métaux avaient des propriétés différentes à froid ou à chaud. Et donc, l'un des métaux qu'il a testé, qui est le plus facile pour lui de tester, c'est le mercure. Pourquoi le mercure c'est facile à tester? Parce que le mercure c'est liquide. Donc il suffit de plonger dans le mercure deux pointes qui nous servent tout simplement de contact, et vous pouvez faire passer du courant et regarder ce qui se passe. Donc c'est très très facile à faire, et c'est ce qu'il a fait donc ils étaient toute une équipe, hein, parce que pour faire tourner cette machine à gaz, il faut mettre au moins une dizaine de personnes. Donc il a refroidi le mercure, et à l'époque on ne savait pas ce qu'un matériau allait faire. Est-ce que la résistivité allait descendre comme ça continuellement à zéro lorsqu'on a baissé la température? Ça c'était Dewar qui pensait ça, ou d'autres qui pensaient qu'en fait, quand on allait refroidir un matériau, tout allait se geler, et donc la résistivité, les électrons qui sont à l'intérieur du matériau aussi allaient être gelés et allaient s'arrêter sur place. Donc sans plus aucune résistivité, avec une très forte résistivité. Donc résistivité nulle ou résistivité infinie. Et en fait, aucun de ces deux scénarios ne s'est produit. Le scénario qui s'est produit, le scénario qui s'est produit, c'est que la résistivité tout d'un coup s'est mise à chuter et passer à zéro. Donc ici on a une conductivité qui est infinie et une résistivité qui était nulle. Et là, c'est ce qu'on appelle le phénomène de supraconduction. Il n'y a plus de résistance. Tout le courant qui traverse un matériau passe sans aucun problème. Il n'y a plus non plus de perte d'énergie lorsqu'il y a transport de courant. Vous savez que quand des électrons se promènent à l'intérieur d'un matériau et qu'il y a des défauts dans le matériau, ces électrons vont choquer le matériau, il va se produire de la chaleur, c'est ce qu'on appelle l'effet Joule, et il y a une perte énorme de courant électrique lorsqu'on transporte un matériau à travers d'un fil. Et le supraconducteur, qui a une résistance nulle, permet de transporter le courant sans aucune perte d'électricité. Ainsi, si vous produisez de l'électricité dans une centrale électrique, il arrive chez vous sans aucune perte. Il faut savoir qu'actuellement, quand vous payez votre facture d'électricité, vous payez 30% de perte en ligne du transport de la centrale électrique jusqu'à chez vous. Donc voilà une chose qu'il faut savoir aussi, il y a une température en dessous de laquelle le matériau devient supraconducteur, c'est ce qu'on appelle la température critique. Donc en dessous de cette température critique, le matériau devient supraconducteur avec une résistivité nulle. Voilà, alors ce que j'ai retrouvé, en fait, vous savez, l'année dernière c'était le centenaire de la découverte de la supraconductivité, j'ai retrouvé le manuscrit, en fait, le cahier d'expérience de Kamerlingh Onnes. Alors je ne lis pas le hollandais, malheureusement je ne lis pas le russe non plus, mais ce que vous pouvez lire ici, on me l'a confirmé, c'est un collègue hollandais qui me l'a dit, ici il y a écrit résistance du mercure nulle. Donc à 4h40, le 8 avril 1911, Kamerlingh Onnes a découvert la résistivité nulle, c'est-à-dire la supraconductivité. Alors, ce qui est amusant avec un supraconducteur, c'est qu'on peut faire passer comme ça un courant indéfiniment. Il suffit de brancher donc une alimentation, de faire passer un courant, vous retirez l'alimentation et vous avez un circuit, un courant électrique qui circule indéfiniment. En fait, il ne circule pas tout à fait indéfiniment, mais au bout de 120 000 ans, il faut attendre 120 000 ans pour que le courant commence à diminuer de moitié à l'intérieur d'un anneau. Donc vous voyez qu'on a de la marge. Donc quel est le gros avantage du supraconducteur? Résistance nulle, ça veut dire qu'on peut stocker le courant électrique. Et donc le gros problème qu'on a actuellement, c'est que quand on produit de l'électricité dans une centrale électrique, il
faut tout de suite le consommer. On n'a pas de moyen de stockage. Si on arrivait à avoir, on a des supraconducteurs, avec les supraconducteurs, on peut stocker le courant électrique. Un autre avantage des supraconducteurs, c'est qu'on peut faire passer 100 fois plus de courant dans un supraconducteur que dans un fil électrique classique. Voilà. Dernier point que je voulais vous mentionner au sujet d'un supraconducteur, c'est que lorsque vous appliquez un aimant sur un métal, au-dessus de sa température critique, toutes les lignes de champ vont traverser le supraconducteur. Maintenant, si vous refroidissez le matériau, il devient un supraconducteur et les lignes de champ sont expulsées. Et ces lignes de champ qui sont expulsées, ça va servir à faire la lévitation. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, attention maintenant. Là, ce qu'il faut bien retenir, c'est que pour avoir un supraconducteur, il faut deux choses. Il faut une résistivité nulle et il faut expulser le champ magnétique. Si vous avez ces deux propriétés, vous avez un supraconducteur. Voilà. Dernier point, et après on passe aux expériences. Il y a deux types de supraconducteurs. Il y a les supraconducteurs qui marchent au tout ou rien. C'est-à-dire que lorsqu'on leur applique un champ magnétique, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont développer des boucles de courant en surface pour s'opposer à ces lignes de champ et empêcher les lignes de champ de traverser. Donc, le champ magnétique va augmenter, donc il va s'opposer à la création du champ magnétique, et puis à un moment donné, il ne va plus pouvoir supporter. Les lignes de courant, les boucles de courant à l'intérieur du supra vont commencer à le chauffer, et il va tout lâcher, et toutes les lignes de champ vont le traverser. Ça, c'est le supraconducteur de type 1 qui marche du tout ou rien. Et puis il y a un second type de supraconducteur qui est plus intéressant et qui permet la lévitation. C'est-à-dire qu'il va s'opposer au champ magnétique, il s'oppose, et puis à un moment donné, il ne peut plus tenir, mais il est plus intelligent que le premier, c'est-à-dire au lieu de laisser passer complètement les lignes de champ, il va en laisser passer quelques-unes. C'est ce qu'on appelle les vertex. On a des tubes de champ qui vont traverser le champ magnétique, qui vont traverser le supraconducteur, et on va avoir des zones où on a de la supraconductivité, c'est ce qu'on appelle l'état mixte. Supraconductivité et zone normale où le champ magnétique peut traverser le supraconducteur. Et on va voir ces supraconduceurs-là qui permettent la lévitation. Voilà, c'est les deux éléments que je voulais vous savoir, que je voulais vous faire connaître. Les supraconducteurs de type 2, c'est eux qui permettent la lévitation. Et on en a de deux sortes. Maintenant, avec des supraconducteurs, on a des supraconducteurs à base de cuivre et d'oxygène. C'est ceux-là que je vais utiliser. Ils sont à base d'yttrium, barium, cuivre, oxygène. On les appelle des cuprates. Et aussi des matériaux à base de bismuth, strontium, calcium, cuivre, oxygène. Ce sont ces éléments qui sont ici et que je suis en train de... Voilà, ici vous avez un exemple de supraconducteur à base d'yttrium, barium, cuivre, oxygène. Ce sont des petites plaques de céramique noire et qui, une fois refroidies, permettent la lévitation. Donc, oui, bah alors, quand même, un physicien russe qui avait prédit l'existence de ces tubes de champ qui vont traverser les supraconducteurs, c'est Alexei Abrikosov, qui a eu le prix Nobel en 2003, avec Vitaly Gainsbourg, qui était l'un des collègues les plus éminents, qui a travaillé avec Lev Landau. Et Lev Landau, pour nous, en Europe aussi, comme en Russie, je suppose, c'est l'un des plus grands physiciens de la matière condensée. Donc voilà l'image de ces tubes de champ qui vont traverser le supraconducteur. Donc place à l'expérience, comme je vous l'ai dit. Donc ici, j'ai un aimant. Ce sont des aimants extrêmement puissants. C'est-à-dire que vous pouvez vous casser des doigts demain. On va faire un exemple. Je vais prendre un volontaire qui va tenir un aimant très très fort. Parce que si vous ne le tenez pas fort, vous allez le lâcher et il va venir se plaquer contre mes doigts et c'est mes doigts qui vont être cassés. Donc je vous demande de le tenir très très fort. Une volontaire. Voilà. Vous le tenez, vous levez. Vous allez vous mettre comme ça, la main comme ça, voilà, comme ça. Tenez-le bien fort et vous allez essayer de ne pas bouger le bras. Et pour vous montrer que l'aimant est assez puissant, essayez de ne pas bouger. Vous voyez, l'aimant est tellement puissant qu'elle n'est pas capable de tenir son bras. Regardez, elle tremble. Regardez, elle tremble. Elle n'arrive pas à tenir le bras. Voilà. Merci.
Donc il ne faut jamais les rapprocher, parce que si jamais ils se touchent, je ne peux plus les détacher. Alors c'est les aimants les plus puissants qu'on est capable de faire au monde. Ils sont à base de néodyme et ce sont des terres rares, et ils développent un Tesla. Alors je ne sais pas si vous connaissez les unités de champ magnétique, mais 60 Tesla en gros c'est le maximum qu'on puisse faire avec des bobines magnétiques extrêmement puissantes. Ces petits bouts d'aimants développent un Tesla qui correspond à 10 000 gosses. Donc voilà, j'ai besoin de ces aimants-là pour faire de la lévitation. Et c'est ces aimants-là qui constituent le rail qui permet de faire léviter le MagSurf. Donc je les éloigne l'un de l'autre. Et maintenant, ici, vous avez le supraconducteur. Alors il est très très froid. Je ne sais pas s'il y a un gant qui traîne par là. Je vais prendre un... Voilà, vous avez le supraconducteur qui est à base d'yttrium, barium, cuivre, oxygène, que je vais refroidir avec de l'azote. Donc je le place ici dans un petit divoire et je vais le refroidir. Alors je vais essayer de le refroidir rapidement. Alors ça serait bien qu'on fasse marcher la caméra là. Caméra. Ah, merci. Voilà, alors on essaye de faire un gros plan sur le supraconducteur. Ah ouais, j'ai fait une erreur, c'est-à-dire qu'il est tellement puissant qu'il faut d'abord que le supraconducteur se réchauffe un petit peu afin que je puisse placer l'aimant. Подогреть, чтобы он подогрелся. Voilà. Вот. Là, c'est brûlant. Quand je dis c'est brûlant, en fait, c'est très froid. Ну, холод тоже обжигает. Voilà. Alors c'est pas de la soupe, hein, c'est de l'azote liquide. Это не суп, это жидкий азот. Voilà. Et voilà. Видите, он Donc vous avez ici. Donc, vous voyez en fait, vous avez l'aimant qui lévite au-dessus du supraconducteur qui refroidit. Alors il y a quelque chose de très simple en physique, c'est que, vous voyez, si je prends deux aimants et que je les approche, soit ils vont se repousser, soit ils vont s'attirer. Mais il n'y aura jamais de position d'équilibre. Donc, l'aimant est repoussé par le supraconducteur, mais en même temps, il est attiré par le supraconducteur. Si on n'a pas attraction et répulsion, on n'aura jamais un puits de potentiel, ce qu'on appelle un physique en puits de potentiel, c'est-à-dire une position stable d'équilibre. Pour vous montrer qu'il y a aussi de l'attraction, regardez, je soulève l'aimant et ici, donc, vous voyez, j'ai à la fois attraction et j'ai répulsion. Alors maintenant on peut jouer, on peut aussi faire un train. Il y a le MagSurf qui est derrière que vous pourrez tester tout à l'heure. Mais on peut aussi s'amuser à faire du déplacement. Alors je prends le supraconducteur ici et puis tout simplement je vais le refroidir à une certaine distance. Alors j'ai ici un rail magnétique, c'est la même chose. Et je vais le refroidir. Alors ça prend 2 minutes. Voilà. On va attendre un petit peu qu'il se refroidisse. Подождем немного, чтобы охладился.
voyez, si j'appuie dessus, Если я je peux pas toucher le нажимаю, supraconducteur. я не Il y a могу vraiment une дотронуться répulsion extrêmement до forte. сверхпроводника, Et потому si je что le soulève, магнит eh bien, le отталкивается. Но supraconducteur поднять vient. могу. Alors, est-ce qu'il est prêt? Готов? Non, il n'est pas encore froid. Не, пока еще не Donc, on va охладился. peut-être faire une méthode un peu plus rapide. Постараемся, может быть, другим способом. Напрямую. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Видно ли на экране, что происходит? Voilà. C'est pas encore froid. Пока не холодный. Faut être un petit peu patient en physique. Les expériences marchent Физика pas toujours du premier coup. такое занятие, что Enfin, elle devrait marcher celle-là. зачастую с первого раза не работает. Но в конце концов мы добьемся результата. Il faut attendre que le supraconducteur soit en dessous de sa température critique. Il devient supraconducteur et il va se mettre à expulser les lignes de champ du rail magnétique. Et à ce moment-là, on atteint une position отталкивать магнитное поле направляющего рельса. Вот. Alors, oh là, ah, c'est froid. Холодный, жутко. Alors, vous allez comprendre pourquoi je vais mettre un coton par-dessus. Почему я сюда кусок ваты кладу? Ah là là. Ouais. Примерзла. Non, c'est pas une bonne idée. Je vais prendre une pince. Je sais pas s'il y en a dans наверное, le coin. надо щипцами Voilà. взять. Или пассатижами. je Если prends ça. пассатижи есть? Voilà. Ah, merci. Voilà. Alors maintenant le jeu, vous pouvez jouer avec vos enfants. Вы можете сделать из этого игрушку для ваших детей. D'éviter qu'il quitte le rail parce que il est sans frottement, il évite au-dessus du rail. C'est le même principe не que le ушел с surf рельса. supraconducteur. Ну, принцип Donc, такой же, как и в нашей большой Et игрушке regardez, c'est stable. в скейтборде. Ah non, c'est pas stable. Не, нестабильно, нестабильно, упал. Donc on va faire une autre expérience. Сделаем еще один Je vais le опыт. mettre plus près. On va essayer de le retourner. Попробуем его Ça, c'est перевернуть. C'est l'expérience la plus difficile à faire. Это довольно сложно. Сложный эксперимент. Voilà. Alors, est-ce qu'il veut bien l'éviter? Будет ли он левитировать? Voilà. Во. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rapproché du rail magnétique pour que Я la его traction soit plus приблизил к forte. рельсу, чтобы... Alors, il est vite moins haut, mais l'avantage de ça, olé, Теперь он не упадет. c'est que je peux le faire circuler sur le côté Он может даже боком. et même le retourner. Видите, полное равновесие сил притяжения и Donc, si on vous отталкивания. attache les pieds sur un surf supraconducteur, vous pouvez Даже rouler, если circuler à l'envers. вам привяжут ноги Olé, к voilà. скейтборду такому сверхпроводимому, то вы все равно не упадете никогда. Donc voilà. Alors maintenant, quand même, il faudrait que je vous explique comment ça marche, parce que je ne vous ai Хотел pas бы vraiment пояснить expliqué вам, comment ça marche. как Comment on peut работает avoir эта attraction штука. et répulsion à la Как fois. одновременно обеспечивается притяжение и On peut revenir отталкивание. peut-être à mes transparents. Вернемся к моему докладу. Merci. Спасибо. Alors, quel est le secret de la lévitation? В чем секрет Alors, левитации? je vais essayer d'expliquer ça simplement. Я хотел Ici, vous avez un дать aimant, comme простое vous avez vu. пояснение. Si j'approche l'aimant du supraconducteur, le supraconducteur va sentir un champ magnétique qu'il ne va pas aimer. Alors il va créer des boucles de courant qui vont s'opposer au champ magnétique qui est créé. Et donc qu'est-ce qui va se passer? L'aimant va s'en aller. Maintenant, si je prends un supraconducteur de type 2 comme je vous ai montré tout à l'heure et que j'approche un aimant, je vais dans un premier temps créer des boucles de courant qui vont repousser l'aimant, mais en même temps je vais créer un tube de champ magnétique. Il y a une règle en physique, c'est que quand il y a une variation du champ magnétique, le matériau en général il n'aime pas ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand vous approchez un aimant, vous créez des boucles de courant qui vont repousser l'aimant,
mais en même temps vous créez un tube de champ magnétique, et quand l'aimant va être repoussé par la première boucle de courant, il va s'éloigner. Et donc, à l'intérieur du tube de champ, le tube de champ va sentir son champ magnétique diminuer, il n'aime pas ça, donc il va créer un courant pour rapprocher le supraconducteur. Donc vous avez attraction due au tube de champ et répulsion due aux boucles de courant qui sont dans le supraconducteur. Donc voilà l'idée, vous avez attraction et répulsion avec des courants qui tournent dans un sens et dans le sens opposé pour permettre l'attraction et la répulsion. C'est pour ça que c'est hyper stable. Vous pouvez, ce qui serait bien, c'est qu'après l'exposé vous passiez, je vais vous montrer, mais en fait c'est extrêmement stable. Vous ne pouvez pas sortir l'aimant du supraconducteur et vous ne pouvez pas non plus l'approcher trop près parce que vous allez avoir une très très forte répulsion. Voilà. Alors, maintenant quand même, j'aimerais vous raconter un petit peu, là je vous ai parlé un peu des supraconducteurs, mais je ne vous ai pas parlé de l'histoire de la supraconductivité, et en particulier des nouveaux matériaux qu'on a découverts. Donc, un petit peu d'histoire quand même. Quels sont les matériaux qui sont supraconducteurs? Alors on peut imaginer que les supraconducteurs sont très rares dans la nature. En fait, pas du tout. Si on prend le tableau périodique de Mendeleïev, que vous connaissez tous, un chimiste russe au 19e siècle, eh bien, début du 20e, vous avez ici le tableau périodique, c'est-à-dire tous les éléments de l'univers qui sont répertoriés en fonction de leur masse atomique. Eh bien, maintenant, si vous êtes à très basse température, moins 272, moins 260 degrés, vous avez 15 éléments supraconducteurs. Vous avez le vanadium, le niobium, le thallium, le mercure qu'on a vu au début, vous avez le plomb, l'étain, l'aluminium, le gallium. Maintenant, si vous descendez encore un peu plus en température, à moins 262 degrés, vous en avez 13, comme le titane, le zirconium, le béridium, etc. Et si vous descendez encore en plus à basse température et en appliquer la pression, vous allez en avoir encore plus. Et au total, 45 éléments du tableau périodique qui sont supraconducteurs, c'est-à-dire pratiquement la moitié du tableau périodique sont des éléments qui sont supraconducteurs. Donc la supraconductivité n'est pas un phénomène rare dans les matériaux, il suffit de descendre suffisamment à basse température. Alors, pourquoi la supraconductivité a suscité tant d'enthousiasme ces dernières années? Parce que ici vous avez donc, dans les années 80 deux physiciens anglais, White et Goebel, qui ont décidé de répertorier tous les supraconducteurs qu'il y avait dans la nature. Et vous voyez que la majorité des supraconducteurs qui ont été trouvés, il y en a à peu près une centaine ici, sont supraconducteurs à très très basse température. Et quand vous augmentez la température ici, eh bien, ce que vous observez, c'est que vous avez de moins en moins de matériaux qui sont supraconducteurs. Et à moins 250 degrés, moins 250 degrés, vous en avez pratiquement plus. Donc tout le monde pensait qu'au-delà de moins 250 degrés, jamais on trouverait de supraconducteurs. Et en fait, ce qui s'est passé, donc ce que j'ai écrit ici dans les années 80, l'espoir de trouver des supraconducteurs à température ambiante, parce que c'est quand même l'idée, si on avait des supraconducteurs qui pouvaient marcher à température ambiante, tous nos problèmes énergétiques de la planète seraient résolus. On pourrait transporter le courant sans aucune perte d'énergie, monter des cellules voltaïques dans les déserts, récupérer avec le photovoltaïque du courant qu'on transporterait jusqu'à Moscou, et on n'aurait plus besoin de centrales électriques puissantes et qui consomment beaucoup et qui génèrent énormément de pertes d'énergie. D'autre part, on pourrait stocker l'énergie aussi. Parce que le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on peut générer de l'électricité avec des éoliennes, par exemple, mais c'est un courant qui est intermittent. Il faut qu'il y ait du vent. Et quand il y a du vent, donc on consomme, et quand il n'y a pas de vent, on ne consomme pas. Et parce qu'on ne sait pas comment stocker cette énergie. Donc si on était capable de stocker le courant électrique, eh bien, on n'aurait plus de problème d'énergie. Donc un supraconducteur à température ambiante et tous nos problèmes énergétiques sont résolus. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas, mais on a progressé. Dans les années 86, il y a deux physiciens, Benors et Müller, qui ont découvert des supraconducteurs à 90 K, c'est-à-dire moins 180 degrés Celsius. Donc, moins 180 degrés Celsius,
on a commencé à gagner. Alors ici, les premières découvertes, c'est moins 238 degrés Celsius. Et puis ensuite, bon, on a eu un physicien aussi français qui avait découvert ces matériaux, mais qui étudiait ces matériaux pour leurs propriétés thermiques à haute température. Et malheureusement, il n'a pas eu l'idée de les étudier à basse température. Et il se connaissait très bien. Et l'idée, en fait, c'est que Ben North avait vraiment l'idée derrière. Il avait vraiment l'idée il pensait que ces céramiques pouvaient être supraconductrices. Donc, quand on dit qu'un physicien trouve par hasard ou un chercheur trouve par hasard, c'est pas vraiment vrai. Il a de la chance, c'est vrai, mais il a toujours une idée derrière la tête. Il a une recherche, il développe une idée, il développe des expériences toujours avec une idée derrière la tête. Et lui avait l'idée derrière la tête que ces matériaux pouvaient devenir supraconducteurs. Et lui, malheureusement, ce n'était pas le cas. Il les étudiait à haute température. Et donc ces matériaux, eh bien, ils se sont rendus compte qu'ils étaient supraconducteurs. Et quelques années plus tard, donc aux États-Unis, ça a été la folie. C'était une espèce de Woodstock de la physique. Tout le monde s'est jeté pour essayer de découvrir des supraconducteurs à plus haute température. On avait franchi la barre des moins 250 degrés, donc on voulait aller toujours plus haut. Et donc, dans les années 87, eh bien, c'est Paul Shu qui a découvert un nouveau matériau, celui que j'utilise aujourd'hui, donc lithium, barium, cuivre, oxygène, à moins 180 degrés Celsius. Mais à l'époque, il y avait quand même une crainte que ces travaux soient copiés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est qu'il a transformé la formule. Il s'est dit comme ça, j'aurai toujours de l'avance sur mes concurrents. Je vais remplacer l'yttrium par de l'ytterbium. Manque de bol pour lui, l'ytterbium est aussi bon conducteur que l'yttrium. Et en fait, bon, il n'a pas eu de souci parce que tout de suite, cette découverte s'est propagée dans le monde entier de la physique, de la matière condensée, et ces travaux ont tout de suite été reconnus. Donc ici, vous voyez une résistivité nulle à 80 Kelvin. Et enfin, je voulais vous montrer la supraconductivité au XXe siècle, l'évolution. Donc on est parti de moins 269 degrés Celsius avec le plomb, le mercure, pour monter progressivement dans les années 86 à une très haute température. Ici, vous voyez l'yttrium au-dessus de la température de l'azote liquide que je viens d'utiliser. On est monté jusqu'au bismuth. Le bismuth, donc, c'est la température ambiante sur la face cachée de la Lune. Malheureusement, on ne vit pas sur la Lune, donc il faut trouver un supraconducteur qui soit à température ambiante sur la Terre. Et la plus haute température qu'on a atteint actuellement, c'est avec du mercure, donc sous pression, sous 30 gigapascales, on obtient une température de 165 Kelvin. 165 Kelvin, c'est moins 108 degrés Celsius. Alors vous me direz, moins 108 degrés Celsius, c'est énorme. Mais en fait, il existe un point sur la Terre où on peut atteindre moins 108 degrés Celsius. Et ce point sur la Terre, vous le connaissez peut-être, c'est une station en Antarctique, à Vostok. Et ici, 2-3 jours dans l'année, on atteint les moins 108 degrés Celsius. Donc on peut utiliser les supraconducteurs. Alors, pour vous donner une idée, on peut donc produire de la lévitation d'un supraconducteur dans cette station en Antarctique. Et tout l'objet de mes recherches et de mon équipe de recherche, c'est de pouvoir produire de la supraconductivité à Bora Bora à 33 degrés Celsius. Voilà. Je pense que bon, les applications des supraconducteurs aujourd'hui, je vous en ai déjà parlé. Il y a bien sûr le transport électrique. On peut donc ici vous avez des câbles qui sont au cours de l'azote liquide. Donc le liquide ici que je vous ai présenté qui est extrêmement froid. Et à l'intérieur il y a des supraconducteurs et on peut alimenter comme ça. L'île de Long Island est alimentée comme ça. Le gros avantage de ces câbles, c'est qu'ils permettent de transporter 100 fois plus de courant que des câbles normaux. Et Long Island est une île assez étroite. Et donc pour alimenter en électricité tout Long Island, on utilise des supraconducteurs. Ici, c'est une bobine qui permet de stocker le courant électrique. On utilise également les supraconducteurs pour générer des champs magnétiques très forts, puisqu'on peut faire passer énormément de courant dans des bobines électriques, dans des bobines. On peut générer des champs magnétiques extrêmement intenses et ainsi atteindre des champs de l'ordre de 45 Tesla.
On utilise aussi les supraconducteurs pour faire des images de votre cerveau. C'est ce qu'on appelle la résonance magnétique nucléaire. À l'intérieur de ce cylindre se trouve une bobine qui refroidit avec de l'hélium liquide. C'est une bobine supraconductrice pour créer des champs magnétiques très intenses. On utilise également les supraconducteurs, des dispositifs qu'on appelle des squids. Ce sont des petits supraconducteurs qui sont les uns à côté des autres et qui permettent de détecter des champs magnétiques extrêmement faibles, et en particulier champs magnétiques. Quand vous avez une pensée, quand votre cerveau travaille, vous pouvez faire une cartographie magnétique de votre cerveau. Vous avez un casque ici, un casque supraconducteur, et ici vous avez de l'hélium. Alors évidemment c'est isolé. La tête n'est pas à la température de l'hélium, je vous rassure, et vous avez plein de cellules supraconductrices qui sont refroidies et qui permettent d'étudier le fonctionnement du cerveau. Les archéologues aussi utilisent des supraconducteurs puisqu'ils peuvent détecter des champs magnétiques très très faibles. Donc, très enfoui sous la terre, il y a du fer qui est magnétique, et donc en passant ici avec des bonbonnes d'azote et des supraconducteurs, on peut détecter sur un terrain des zones où sont enfouis des objets archéologiques, des objets du Moyen-Âge, par exemple. Enfin, les supraconducteurs sont utilisés aussi pour créer des champs magnétiques très forts et accélérer les particules, notamment le CERN. Donc, en Suisse, à Genève, on a des bobines supraconductrices qui permettent d'accélérer des particules, et on a d'ailleurs découvert avec ces supraconducteurs le boson de Higgs il n'y a pas très longtemps. Enfin, je vais vous montrer que quand on est capable d'appliquer des champs magnétiques très très forts, alors là il faut que j'utilise ma souris, on est capable de faire léviter des objets. Comme la tomate est constituée à 80% d'eau ou 90% d'eau, l'eau est diamagnétique, donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire léviter une tomate. Voilà. Donc en appliquant des champs magnétiques suffisamment forts, je peux faire léviter une tomate, je peux aussi faire léviter une grenouille. Je vous rassure, c'est une grenouille qui est vivante. Je ne sais pas si vous voyez, mais elle bouge la patte ici. Donc elle lévite elle lévite dans un champ magnétique. Et puis enfin, on peut aussi, pour le transport, créer des trains magnétiques, des trains qui sont en lévitation avec des bobines magnétiques. Et le record du monde du train à grande vitesse a été obtenu par le Maglev au Japon avec une vitesse de 581 km/h sur 18 km. Enfin, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer un petit train qui a été fait par des collègues à Sherbrooke, donc l'université au Canada. Attendez, excusez-moi, je suis allé un peu trop vite. Voilà. Вот, левитирующий поезд. Сейчас, подождите, что-то у меня не сработало. В Шербруке. Voilà. Вот. Alors vous allez voir un petit train. Вы увидите маленький поезд. Un petit train supraconducteur. Un petit peu qui ressemble à celui-ci, celui que je vous ai montré tout à l'heure, mais un peu plus sophistiqué quand même. Voilà. Vous avez donc un rail magnétique, et vous avez ici, vous avez le petit train de Sherbrooke. Alors à l'intérieur, il y a des pastilles supraconductrices, et c'est le même principe, il est refroidi. Voilà, pastilles supraconductrices. C'est ce que je vous ai montré, refroidi avec de l'azote liquide. Vous voyez la pastille qui lévite au-dessus du rail. Ça, c'est les lignes de champ magnétiques. Et la pastille va se situer juste au milieu de ces lignes de champ magnétiques. Et on peut la pousser, elle va... Hop. Quand elle se réchauffe, évidemment, elle tombe. Quand elle est froide, eh ben, elle peut faire tout le circuit électrique, tout le circuit. Voilà. Et ça, c'est le petit train version antique. Et vous allez voir qu'ils sont allés beaucoup plus loin. Ils ont fait un prototype qui va extrêmement vite. Voilà, on passe au prototype. Ici, vous avez un train en lévitation. Et en fait,
Il est assez sophistiqué. Ici, vous avez des aimants et des électroaimants sur les côtés. Ça, ce sont des petites lamelles. Vous avez des détecteurs optiques et un électroaimant qui inverse sa polarité au passage des aimants, au passage du train supraconducteur. Et vous pouvez comme ça l'accélérer ou le décélérer. Et il peut aller extrêmement vite. Vous allez voir. Donc à l'intérieur, il y a les pastilles, de l'azote liquide. Voilà. Là, on travaille à vitesse constante. Et puis on va accélérer. Et on peut aller extrêmement vite et c'est extrêmement stable. C'est-à-dire qu'avec des trains supraconducteurs, avec des voitures supraconducteurs, jamais vous aurez d'accident. Parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'aimant est accroché au supraconducteur. Donc vous ne pouvez jamais dérailler. Jamais vous pouvez dérailler, il n'y aura jamais d'accident et vous pouvez aller à 580 km/h sans aucun problème. Et stable, sans aucune friction, puisque vous l'évitez. Donc il n'y a plus qu'à. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre attention.